Bienvenue à ce webinaire de l'e-communauté transition énergétique du CNFPT avec pour thème aujourd'hui RE 2020, les enjeux et les critères de construction des bâtiments neufs au 1er janvier 2029. Plusieurs participants, Lorraine Lagaillé, David Lebanier et Nicolas Cabassu. Et bien sûr, celui qui va nous parler en introduction, Emmanuel Poncet, qui s'occupe de cette e-communauté. À toi, Emmanuel, je te passe le flambeau. Merci Julien, bonjour à tous et merci pour ces réglages de dernière minute. Oui, avant donc de passer la parole à Lorraine Dagalier, donc rapidement quelques mots sur le contexte de ce webinaire qui s'inscrit dans une formation sur l'analyse de cycle vie des bâtiments, formation à distance qui a démarré il y a près d'un mois et qui se terminera à la fin du mois de juin. Voilà, ça fait partie des nouveaux modules de formation à distance que nous mettons en place, entre autres sur la thématique énergie-climat, mais aussi sur toutes les thématiques des services techniques à l'INSET de Montpellier. Alors, quelques points d'actualité. Je viens de signaler ce stage-là sur l'analyse environnementale et le coût du cycle de vie d'un bâtiment qui est en cours. Donc, Nicolas Cabassu va intervenir à travers ce webinaire, mais poursuivra son intervention toute l'après-midi. Une session pourrait avoir lieu à nouveau au second semestre sur ce stage. Et d'autres stages à distance sont en cours de création pour une mise en œuvre au second semestre sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et la réglementation thermique du bâtiment qui en 2022, ce stage bien sûr sera caduc, nous orientera vers une offre de formation orientée donc vers la réglementation environnementale. Voilà, et puis un petit point d'actualité, donc prochain webinaire le 22 juin sur les véhicules to grid avec 2 témoignages de collectivités et la participation d'Engie. Voilà, donc je remercie bien sûr le partenaire Amorce pour sa collaboration, la préparation de ces témoignages et je donne la parole à Lorraine tout de suite. Bon webinaire et je vous retrouve pour les questions à travers le chat par écrit seulement. Petit détail, Lorraine, avant de te laisser la parole, à tous nos participants, ils sont maintenant les participants qui sont 84. Inutile d'essayer de prendre la parole, levez la main. Je vous invite à vous rendre dans le coin en bas à droite pour saisir vos questions par écrit. Elles seront bien sûr scrutées et relayées à tous nos présentateurs et présentatrices. Et donc à toi, Lorraine. Bonjour à tous et on est très content de faire ce webinaire sur la RE 2020 en partenariat avec le CNFPT. Donc je suis Lorraine Dagalier, en charge de plusieurs thématiques au sein d'Amorce et notamment de la RE 2020. Donc tout de suite, je vais vous présenter l'ordre du jour. Donc j'aurai une première partie qui parlera des échéances et des typologies de bâtiments concernés par la RE 2020 qui sera très courte avec une rapide mise en contexte. Ensuite, Nicolas Cabassu, donc, qui est expert du domaine du bâtiment au sein du CEREMA, présentera en détail les principes généraux de cette nouvelle réglementation et les leviers de réussite pour que les bâtiments y répondent. Et pour finir, David Lebanier, qui est responsable de l'activité conseil au sein du bureau d'études Pouget Consultant, présentera l'impact sur les choix constructifs et énergétiques dans les futurs bâtiments de la mise en application de cette RE 2020. Et donc, on a bien gardé un temps à la fin de 15 minutes pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Pour les questions, je me permettrai, et puis peut-être que Emmanuel fera aussi de même un peu en parallèle, de les transmettre au fur et à mesure à l'intervenant si jamais c'est vraiment des questions de compréhension qui portent vraiment sur quelque chose que vous êtes en train de dire en temps réel. Et puis sinon, on les prendra plutôt à la fin des interventions. Voilà, et à la fin du webinaire, suivant le respect du timing. Donc voilà pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et j'ai pas présenté Amorce pour ceux qui font pas partie des adhérents d'Amorce. Simplement, donc voilà, on est un réseau de collectivités locales et d'autres acteurs locaux autour de la transition énergétique, la gestion des déchets et la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et du coup, on travaille à la fois en accompagnement des collectivités locales et aussi en force de proposition, donc en représentation des collectivités locales auprès des pouvoirs publics et du Parlement.
Et sur nos prochains événements à propos de l'énergie, je les ai rapidement mis ici. Donc, qui portent on a un réseau des grandes agglomérations, le forum technique sur le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, un webinaire sur l'organisation des services énergie, et puis un webinaire aussi à venir sur la rénovation des bâtiments publics pour faire face aux décrets tertiaires et au lancement de la plateforme de l'ADEME. Voilà. Bon, c'était simplement pour donner une petite idée, mais vous retrouvez tout ça sur notre site. Pour contextualiser en 2 mots le contexte politique maîtrise de l'énergie, puisqu'on amorce, on travaille beaucoup à représenter les collectivités sur toutes ces thématiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, aujourd'hui, on va parler de la RE 2020. C'est le premier point. Et puis, ce qu'on peut avoir en tête autour de ça, c'est donc que, du coup, à côté de ça, la réglementation thermique qui concerne les bâtiments existant, donc dites la RT existant, elle, il n'y a pas de changement pour l'instant, mais on peut imaginer qu'elle pourra suivre le chemin de la RE 2020. Et d'ailleurs, dans les rénovations, les réhabilitations, il y a déjà des choses qui se développent, qui sont liées à tout ce qui est cycle de vie, mais on va voir ça plus tard sur la RE 2020, mais notamment avec le réemploi qui se développe déjà. Sur les autres actualités maîtrise de l'énergie, on a le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a évolué avec une étiquette climat, j'ai mis en ACV, c'était de gaz à effet de serre, pardon, je corrigerai la coquille, et une étiquette énergie en énergie primaire. Et du coup, voilà, on n'a plus un DPE avec 2 valeurs différentes, on a une prise en compte de ce double seuil pour pouvoir caractériser les bâtiments. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. J'en profite pour une toute petite définition qui préparera l'intervention de Nicolas tout à l'heure. L'énergie primaire, énergie finale, je pense que c'est à peu près connu de presque tous, mais du coup, l'énergie primaire est là pour vraiment représenter l'énergie qui est disponible dans l'environnement, uranium, gaz, pétrole, solaire, etc., géothermique, biomasse. Et l'énergie finale, c'est celle qui est comptée à l'entrée du bâtiment, donc qui est facturée au consommateur final à l'entrée. Voilà. Donc, comme on aura besoin un peu de ces notions, j'en profitais. Et sinon, il y a également, toujours sur la maîtrise de l'énergie, ça fait un moment qu'on en parle, le décret tertiaire, donc qui concerne les bâtiments tertiaires existants de plus de 1000 mètres carrés, avec des objectifs de réduction justement de l'énergie finale pour le coup, sur lequel Amorce se mobilise beaucoup depuis un moment et toujours en ce moment, parce que ce décret, qui est vertueux en termes d'objectifs de réduction des consommations, présente un biais de par son comptage en énergie finale, plutôt en faveur de solutions type pompe à chaleur, qui sont bonnes en soi, mais avec une baisse de l'équité de traitement entre les différentes énergies. Donc voilà, on travaille beaucoup au niveau du projet de loi climat et résilience et de l'arrêté modificatif en ce moment sur ce sujet. Et pour finir sur le contexte, mais un élément vraiment important, donc je m'excuse d'y passer un tout petit peu de temps, c'est l'année dernière, l'annonce de la baisse du coefficient d'énergie primaire, donc le fameux coefficient qui va permettre de passer de l'énergie finale à l'énergie primaire prélevée sur l'environnement, et du facteur d'émission des gaz à effet de serre de l'électricité. Donc voilà, l'électricité, on a eu un choix gouvernemental de rendre ces facteurs plus faibles, et du coup l'ensemble des réglementations qui les utilisent, donc en fait celles qui sont dessus les utilisent, plus favorables aux solutions électriques. Donc voilà, on a une action en ce moment sur différents fronts pour défendre des positions dans les différents textes en faveur d'une maîtrise de l'énergie qui reste ambitieuse et d'une équité de traitement des énergies renouvelables. Voilà pour le contexte, n'hésitez pas après si vous voulez qu'on échange plus tard sur différents sujets. Pour finir sur cette partie introductive, je reviens donc à la RE 2020, la réglementation environnementale pour les bâtiments neufs. Donc elle avait été préfigurée pour l'historique, le label E+C- depuis 2016. Il y a eu beaucoup de groupes de concertation et d'expertise qui se sont déroulés pendant 2-3 ans. Et du coup, en termes d'entrée en vigueur, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on a une entrée en vigueur finalement donc qui a été décalée, la grande date c'est 1er janvier 2022 et qui est en fait progressive. À savoir que donc au 1er janvier 2022, on aura les textes qui seront publiés cet été, là ils ont été soumis à consultation, qui concernent les exigences et les seuils fixés pour ces exigences pour les bâtiments de type logement, maisons individuelles et collectifs. Les textes qui concernent les bâtiments de type bureau, enseignement primaire et secondaire, ils seront publiés un petit peu plus tard.
Donc les indicateurs sont fixés, mais pas les seuils qui sont en train d'être fixés. Et du coup, l'entrée en vigueur pourra être décalée un petit peu. Et enfin, les autres typologies de bâtiments tertiaires, commerce, hôtel, gymnase, toutes les autres typologies de tertiaires qui sont concernées par la RE 2020, eux, les textes seront publiés un peu plus tard pour une entrée en vigueur du coup au 1er janvier 2023. Voilà, ça c'était pour donner le contexte de quand s'applique cette réglementation. Et puis maintenant, ça me permet de donner tout de suite la parole à Nicolas Cabassu, donc comme je disais, expert bâtiment au sein du CEREMA, et le CEREMA qui a contribué à la définition de la réglementation environnementale 2020. Voilà, Nicolas, je vous laisse la parole. Vous pouvez faire défiler vos slides avec les petites flèches. Ah d'accord, pardon. Ok, j'ai utilisé les flèches de mon clavier. Pardon, excusez-moi pour cette aléa technique. Voilà, donc je vais vous présenter les grandes lignes de la RE 2020 suivant les trois piliers, énergie, carbone et confort d'été. Donc la première des choses, c'est un peu ce qui a été dit à travers la présentation, c'est que c'est plus une réglementation thermique, mais c'est une réglementation environnementale, parce que donc il y a l'introduction de l'analyse cycle de vie qui a été faite. Donc on est vraiment dans une rupture par rapport aux anciennes réglementations qui étaient purement thermiques. Là on a un volet supplémentaire et un travail spécifique sur le confort d'été. Donc l'énergie, c'est va être le premier pilier qu'on va traiter. Donc je vais vous décrire un peu la méthode à travers trois des objectifs, de trois titres quoi, des objectifs. On va jeter un coup d'œil sur la méthode et ensuite je vais vous présenter les exigences et modulation. Donc les objectifs, tout d'abord on en a trois spécifiquement pour l'énergie. Donc c'est la sobriété énergétique, une énergie moins carbonée, donc ça on va le voir à travers un nouvel indicateur, et le recours systématique à la chaleur renouvelable ou aux ENR. Donc en fait, cette sobriété énergétique, c'est une cible qui peut être aux alentours de moins 30% par rapport à ce qu'on pouvait voir de la RE 2012. Bon, on va en discuter, moins 30 ou moins 20, enfin voilà. Ce sont des rapports qui sont présentés par rapport à des bâtiments moyens. Une énergie moins carbonée, donc on va essayer de sortir des énergies fossiles en fait, à travers cet objectif-là. Il y a un nouvel indicateur. Donc voilà, on va travailler essentiellement sur les énergies et ensuite systématiser la chaleur renouvelable à travers des indicateurs qu'on va voir pour pouvoir justement introduire beaucoup plus d'ENR, sortir du gaz. Bon, c'est un point également avec l'énergie décarbonée, hein. On va essayer de sortir progressivement du gaz. On peut voir qu'on a des échelons qui sont différents suivant qu'on soit en maison individuelle ou en collectif. Et également, il va y avoir des contraintes sur l'effet Joule. Bien entendu, c'est pas forcément une énergie carbonée, mais c'est une énergie qui va être presque impossible à terme. Hein. Voilà, on pourra plus faire du chauffage par effet Joule. Donc ça, ce sont les principaux objectifs du volet vraiment énergétique. Si on regarde un peu plus la méthode, on va avoir 4 indicateurs qui vont structurer ce volet énergétique. Le premier indicateur, c'est le B-bio, donc ce sont les besoins bioclimatiques en point. Donc on retrouve vraiment l'indicateur de la RT 2012 avec quelques aménagements. On va de nouveau avoir notre CEP, donc consommation en énergie primaire. Donc là, il y a une petite coquille, c'est en énergie primaire, pas non renouvelable, pardon. Celui qui est non renouvelable, c'est celui qui est en dessous là. Donc on a une consommation en énergie primaire qui va reprendre un peu les principes qu'il y avait sur la RT 2012 avec un élargissement un peu de son périmètre de calcul. On va voir ça en détail. Et ensuite, on a l'introduction vraiment de deux nouveaux indicateurs. Donc un CEP qui est spécifique sur l'énergie non renouvelable. C'est-à-dire il va comptabiliser uniquement l'énergie non renouvelable. Celui-ci, le CEP, il va être plutôt total. Donc, il va consommer l'ensemble, il va comptabiliser l'ensemble des vecteurs énergétiques, quelle que soit la source. Et ici, il va comptabiliser que les vecteurs énergétiques issus de ressources non renouvelables. Donc ça, c'est vraiment un nouvel indicateur. Bon, ce calcul, il se fait à travers un peu des coefficients de conversion, comme on a pu en parler, entre énergie primaire et énergie finale. Donc voilà, on a des coefficients de conversion en énergie primaire qui vont être à 0 pour les énergies qui sont considérées comme renouvelables en fait. Bon, et ensuite on a un dernier indicateur qui est attribué au volet énergie, mais qui est un peu à cheval avec l'énergie, le volet carbone, c'est l'impact sur le changement climatique.
des consommations calculées avec le CEP total notamment. Donc en fait, on va, avec ces nouveaux indicateurs, mesurer l'impact sur le changement climatique des énergies consommées pendant la durée de vie du bâtiment. Donc on a vraiment deux indicateurs. Cet indicateur-là, il s'appuie forcément sur le même levier que l'indicateur du CEP, parce que moins on consomme, moins l'impact énergétique, l'impact sur le changement climatique des vecteurs énergétiques sera fort. Donc c'est pour ça qu'il est attribué au volet énergie, mais on voit bien qu'il est aussi à cheval sur le volet carbone, parce qu'il exprime en fait un potentiel de réchauffement climatique. Voilà. Donc on va voir en détail ces indicateurs. Donc le BBio, je vous ai dit, c'est vraiment celui de la RT 2012 avec une évolution. Bon, bien entendu, les seuils vont évoluer, mais on a également une prise en compte systématique du besoin de froid. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Le BBio, c'est vraiment les besoins de chaud, de froid et d'éclairage. Ça a toujours été ça. Enfin, ça a toujours été ça. Avec l'introduction avec la RT 2012, ça a bien été ça. Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que par contre, les besoins de froid sont systématiquement calculés. Contrairement à la RT 2012, où si on se situait dans une situation peu contraignante, où on n'avait pas besoin de mettre en place de climatisation, par exemple, c'est les anciennes catégories CE1, par exemple, pas de route passante, on a la capacité d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir naturellement le bâtiment, etc. On avait des besoins de chaud uniquement, et pas des besoins de froid. Bon, et des besoins d'éclairage aussi. Aujourd'hui, demain, au 1er janvier, donc l'ARE 2020, elle considérera une température de confort de 26 degrés de consigne, de 26 degrés en été. Donc si on déroge, si l'évolution sans système de climatisation va au-delà, on voit qu'il y a des besoins qui peuvent se faire ressentir. Donc tout ça, c'est pour vraiment durcir aussi le BBio et prendre en compte un travail sur l'enveloppe à faire pour limiter justement ces besoins de froid, se protéger du soleil. Donc voilà, c'est un élément supplémentaire. Le CEP, c'est là où il y a un bouleversement, des changements un peu plus conséquents, on va dire. Voilà. Donc on a notre CEP initial avec la RT 2012 et ses 5 usages réglementaires, chauffage, refroidissement, éclairage, ECS et tous les auxiliaires, pompe et ventilateur. Donc ça, c'est vraiment le périmètre de la RT 2012. Le mode de calcul du CEP ne change pas trop, il s'appuie toujours sur la méthode THBCE, mais il va introduire par contre de nouveaux usages. Donc notamment ces 3 qui sont décrits sur cette diapo, les déplacements à l'intérieur du bâtiment, donc c'est ascenseur et escalator. Voilà. Ensuite, toutes les consommations électriques liées à la présence de parking, donc ça peut être de l'éclairage ou de la ventilation, si c'est un parking ventilé par exemple, et on va introduire spécifiquement pour les logements collectifs l'éclairage des communs. Donc ce sont des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas prises en compte dans la RT 2012, donc on va vraiment élargir la comptabilisation des consommations du bâtiment. Voilà, donc je fais juste un petit focus pour ceux qui auraient connu l'expérimentation à plus et moins. Donc il n'y a pas les usages mobiliers, tous les usages divers et variés, de froid, IFI, vidéo, voilà, de tous les consommations mobilières ne sont pas prises en compte. Voilà. On l'élargit uniquement à ces éléments nouveaux que je vous ai indiqués ici sur cette diapositive. Ensuite, bon, là c'est un petit focus comment on le calcule, donc on va avoir une illustration sur le CEP et sur le CEP-NR. Donc voilà, donc si on regarde un peu comment ça se passe, on a notre maison avec des apports solaires, voilà, de l'électricité, du gaz, bon, voilà. On a tous les vecteurs énergétiques qui se situent ici. Donc la consommation du CEP sur les 5 postes que je vous ai montré, plus les postes de la RT, les nouveaux postes, vont nous donner notre consommation totale en fait de notre CEP. Donc, si cette fois par contre, on a une part grâce au PV qui est consommée, on va avoir une partie d'autoconsommation qui ne va pas être calculée dans le CEP. Donc on peut le voir, je reviens sur la diapositive précédente. Donc là, on a tous nos... Alors là aussi, c'est vrai que ce sont les usages de l'ARE 2020. Donc là, on va avoir une partie des consommations. On peut avoir une autoconsommation liée au panneau photovoltaïque. Et donc cette autoconsommation, on peut l'avoir, elle ne veut pas être prise en compte dans la RE 2020. Parce que c'est l'autoconsommation. Ça, elle se déduit des consommations. Donc ça, c'est vraiment la spécificité par rapport au CEP de la RT 2012.
Donc là, on peut voir la différence entre la notion d'énergie importée en gris, donc en fait les vecteurs énergétiques qui rentrent dans le bâtiment, la partie autoconsommée qui est en fait qui est pas calculée, qui est en fait déduite des besoins, et ensuite la partie supplémentaire qui va être liée vraiment aux usages spécifiques de déplacement qu'on a pu voir. Donc on se retrouve avec un CEP total qui se caractérise par la somme des vecteurs importés. Donc la notion, pour bien comprendre le CEP, c'est la notion de vecteur énergétique importé. Donc sur la production photovoltaïque, par exemple, ou une production de NR diverses qui peut venir du réseau de chaleur, par exemple, on peut avoir une part de réseau de chaleur aussi. Non, pardon, ça c'est pour l'énergie non renouvelable, mais pour la notion de vecteur énergétique importé, on va avoir la consommation totale qui va prendre en compte toute cette énergie importée. L'énergie qui est produite, comme celle des panneaux photovoltaïques, c'est pas une énergie importée, c'est une énergie qui est produite sur la parcelle ou sur la toiture, par exemple, sur l'habitation. Donc, il n'y a pas de notion d'import d'énergie. Donc, ce CEP total va se comptabiliser uniquement sur les énergies importées. Donc, ça, c'est notre CEP de la RE 2020. Donc, là, on visualise ici la partie qui est un peu élargie par rapport à la RT 2012. Donc, si on regarde, si on regarde sur la partie RT 2012, on avait cette consommation-là. On a une partie autoconsommée qui vient effacer une part des consommations importées. Donc ça, c'est la prise en compte des panneaux photovoltaïques, par exemple, ou de production sur la parcelle. Et ensuite, on a un petit élargissement des consommations qui est lié justement à l'élargissement des périmètres où on va prendre en compte des consommations électriques différentes, les escalators, les éclairages de parking, etc. Voilà. Ensuite, sur cette consommation, on peut faire une différence entre énergie renouvelable et non renouvelable. Donc, on peut voir, on a de nouveau nos mêmes vecteurs énergétiques. On a notre CEP qui est bien toujours le même. Et on va différencier le type d'énergie, à savoir quelle est la nature, est-ce qu'elle est renouvelable ou non renouvelable. Par exemple, l'électricité, conventionnellement, elle est considérée comme non renouvelable. C'est la convention de l'aérodynamique. Le gaz, pareil, il va être 100% non renouvelable. On ne va pas parler de biogaz, c'est pas encore développé, peut-être ultérieurement, mais voilà. Bon, les énergies de ressources pétrolières, de manière générale, sont considérées comme non renouvelables. Le bois, typiquement ici, c'est vraiment la biomasse, c'est 100% renouvelable. C'est la convention de l'aérodynamique. Ensuite, quand on regarde type un réseau de chaleur, on va avoir un mix énergétique qui peut être variable en fonction du réseau, quel qu'il soit. Donc, il va y avoir une part qui va être renouvelable et une autre part qui va être non renouvelable. Donc, ça, ce sera la caractéristique du réseau de chaleur qui la définira. Par exemple, on va avoir un réseau de chaleur qui va être essentiellement avec de la biomasse, il va brûler des déchets bois ou alors des déchets forestiers. Il va avoir un appoint gaz, par exemple. Son mix énergétique va faire qu'il va avoir 70% de NR et 60% d'énergie non renouvelable, je veux dire, et 30% d'énergie non renouvelable, du gaz, quoi. Voilà. Et donc, avec ce mix énergétique, on va avoir une partie non renouvelable, une partie renouvelable. Donc ça, c'était notre total. On a notre total. Et quand on passe au CEP non renouvelable, on va regarder uniquement la partie non renouvelable. On voit que toute la consommation totale, dans la consommation totale, toute la partie renouvelable n'est pas comptabilisée. Donc ça, c'est notre CEP NR. Donc juste pour bien vous refaire le système, pour que vous compreniez correctement. Donc voilà ce qu'on avait en RT 2012. La différence avec la RE 2020, c'est premièrement la prise en compte de l'énergie produite à demeure. Donc ça va être l'autoconsommation. On va considérer que l'autoconsommation. Toute l'énergie exportée n'est pas valorisée dans la RE 2020. C'est une petite précision que j'aurais dû dire. Donc on passe là, si on était à 45, on va passer à 40 grâce à l'autoconsommation. Ensuite, on va ajouter les usages spécifiques. Donc, on était à 40. Bon, si les usages spécifiques, là, dans l'exemple, sont de 15, ça va nous faire un CEP total de 55. Donc, on va avoir un premier CEP, le CEP total, sur l'ensemble des nouveaux usages qui va être à 55, par exemple. Ensuite, sur ces 55-là,
l'aérodynamique va faire un focus, elle va identifier sur ces 55 kWh ceux qui sont considérés comme non renouvelables et renouvelables par rapport aux conventions que je vous ai données, par exemple la biomasse est 100% renouvelable. Et à ce moment-là, le CEP non renouvelable, lui, il va se focaliser que sur non renouvelable, donc ça va être 35 par rapport aux 55 du CEP. On va avoir deux résultats, et ces deux résultats vont être encadrés par deux seuils. Ensuite, on a un nouvel indicateur, c'est le IC énergie. Donc c'est celui que je vous ai dit, c'est l'indicateur qui va caractériser l'impact sur le changement climatique de l'énergie consommée, donc du CEP total. Typiquement, dans la consommation totale avec la biomasse, l'énergie bois, on va quand même avoir un impact, parce que c'est une énergie renouvelable, donc elle n'est pas comptabilisée dans le CEP non renouvelable, mais elle va être identifiée pour le calcul quand même de l'IC énergie, puisqu'on va brûler quand même du bois, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 notamment, et ça va engendrer un effet sur le réchauffement climatique. Donc ici, en fait, ça va être un produit des consommations d'énergie, donc les consommations d'énergie totales, plus sur les consommations d'énergie du CEP, multiplié par l'impact carbone de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va avoir, s'il y a une partie qui est consommée par l'électricité, on va avoir la consommation d'électricité qui va être multipliée par l'impact carbone d'un kilowattheure d'électricité avec le mix énergétique français. Bon, on va différencier l'énergie qui est plus pour le chauffage que pour l'éclairage, etc., parce que les contenus carbone sont pas les mêmes. Il va y avoir des données environnementales, donc on introduit vraiment la notion d'ACV un peu là. On va avoir des données environnementales qui vont être associées à chaque type de consommation d'énergie. On consomme de l'électricité, on lui associe une donnée environnementale d'électricité. On consomme du bois, on lui associe une donnée environnementale du bois. On consomme du gaz, on va associer une donnée environnementale du gaz. Et à chaque fois, ces produits, temps de consommation par rapport à une donnée environnementale unitaire d'un kilowattheure, par exemple, va nous donner un impact global. La somme, en fait, de tous ces produits, ça va nous donner l'impact sur le changement climatique de l'énergie consommée par le bâtiment. Donc là, on a ici vraiment un nouvel indicateur. Donc, maintenant, on va voir les exigences. Donc, c'est une petite diapositive pour illustrer un peu les exigences et surtout vous montrer qu'il y a eu vraiment la reprise en compte des modulations dans la R2020 comme il y a eu dans la RT 2012. Donc, on voit en fonction des zones géographiques les seuils qui sont différents. Par exemple, si on regarde pour tour méditerranéen, la zone H3D qui nous concerne, ça serait 62 sur un exemple type bâtiment collectif avec voilà, un bâtiment moyen, on va dire. Voilà. Après, on va avoir des exigences différentes entre CEP et CEP non renouvelable. Le CEP étant plus élevé, c'est le total. Par exemple, ici, dans la même configuration de modulation, on a une valeur qui est pas loin de 80. Hein. Et ici, on va être beaucoup plus exigeant, bien entendu, parce qu'on va déduire toute la partie non renouvelable. Donc, on voit 65. Ce qui fait qu'on va être incité, grâce au CEP non renouvelable, on va être incité à consommer des énergies non renouvelables. Et avec ce CEP max, on va être incité à maîtriser les consommations quelles qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables. C'est une sorte de garde-fou qui permet justement de ne pas consommer à tout va des énergies non renouvelables. C'est un garde-fou. Voilà. Et celui-ci, comme vous le voyez, plus il va être exigeant, plus il va inciter à trouver des solutions d'énergie renouvelable. Donc, sur l'exigence des bio, on a, de par ces modulations, on a quand même une valeur pivot, qui est une valeur moyenne. On peut les voir ici, elles vous sont présentées. Bon, à titre d'information, elles se retrouvent dans l'arrêté. Donc, c'est 63 pour la maison individuelle et 65 points pour le collectif. Donc, voilà. Si on regarde ces objectifs moyens, par rapport à la RT 2012, on pourrait se situer entre moins 20 et moins 30%. Bon, par rapport à l'observatoire de la RT 2012, c'est un calage qui a pu être fait à travers les groupes modélisateurs pour avoir un niveau plus ambitieux, parce que le DBio avait été introduit initialement par la RT 2012 et était peut-être un peu lâche, on va dire, sur les maisons individuelles et les collectifs. Donc on se situe sur un durcissement des règles, mais on sait qu'on a par exemple déjà un tiers des bâtiments qui sont aux alentours de moins 30%, par exemple, déjà, dans la maison individuelle. Donc voilà. Donc on est sur un seuil atteignable, mais qui reste quand même ambitieux. Voilà. Bon, je vais passer rapidement sur cette diapositive. C'est pour illustrer un peu les modulations géographiques avec on a une modulation MBGO et également la présence et surtout la présence de froid. Hein. On peut voir par exemple pour les zones H2D et H3
qui sont H3, c'est le pourtour méditerranéen, H2D, on est plus dans l'arrière-pays, la Provence, quoi, où on voit qu'on a quand même en violet des besoins de climatisation qui sont prépondérants, en tout cas qui dénotent par rapport aux autres zones climatiques. On a toujours en socle notre besoin de chauffage, on est un pays en zone tempérée, mais on voit vraiment ici qu'avec cette prise en compte systématique des besoins de froid, on a vraiment les besoins, le BBO qui intègre une part de besoin de froid conséquente sur laquelle il faudra travailler pour essayer de diminuer le plus possible. Voilà. Si on regarde les exigences sur le CEP et le CEP-NR, on a deux catégories, hein, toujours pareil, une différenciation entre maison individuelle et logement collectif, et on va avoir des exigences un peu plus dures pour le CEP non renouvelable, parce que donc c'est le CEP non renouvelable, forcément il est plus bas parce qu'on va déduire les énergies renouvelables comme la biomasse. Par exemple, celui qui va faire un chauffage à 100% au bois, il aura zéro de consommation de bois. Donc il faudra que le reste de ses consommations soit quand même encadré. Hein. Voilà. Donc là, on a des exigences qui sont maintenues. Et là, on a des exigences un peu plus larges, comme je vous ai dit, pour quand même contrôler, essayer de tendre vers une économie d'énergie quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit renouvelable ou pas. Donc c'est des objectifs, voilà, c'est une poursuite de l'efficacité énergétique et une incitation au recours d'énergie renouvelable par rapport à cet indicateur-là de CEPNR. Les objectifs en termes de durcissement par rapport à l'arrêté 2012, ils vont surtout se déduire de l'exigence sur le début. Un peu. Donc si on regarde le dernier indicateur... Nicolas, un petit point de temps, ça fait 30 minutes que le webinaire a débuté, donc je vous laisse gérer le temps de façon à ce qu'on ne déborde pas trop. D'accord, bon, ouais. Voilà, donc après si on a notre dernier indicateur, et on va passer c'est le dernier, on va passer au nouveau à un autre pilier, le pilier carbone. Hein, voilà. Bon, ce dernier indicateur, c'est pour vous montrer juste une progressivité un peu dans les exigences. Voilà, on a plusieurs échelons parce que là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, donc il faut vraiment s'habituer. On voit que le gaz va avoir un impact très fort, par exemple. Les réseaux de chaleur, ils sont pas tous vertueux. Donc, il y a une espèce de progressivité pour laisser le temps aux filières de s'adapter. Parce que c'est vrai que les constructions, si on a un réseau gaz à disposition, le gaz de ville, etc., ça va être difficile. Mais on peut voir au début des exigences qui sont assez hautes, en tout cas pour le collectif qui a un mix, où le gaz est prépondérant, en tout cas. Et ensuite, on va durcir progressivement les règles. Voilà. Donc, on a une évolutivité de l'exigence, on peut le voir, avec un échelonnement bien précis. Et voilà, des objectifs qui restent avec cet indicateur vraiment de sortie des énergies carbonées. Donc on voit bien que si on maintient une consommation gaz, on va exploser en termes d'impact sur le changement climatique. Donc on va se tourner vers des solutions beaucoup plus vertueuses, comme listé ici par un DRCU à faible empreinte carbone, donc DRCU vertueux qui peuvent être associés à de la géothermie ou à beaucoup de biomasse par exemple. On imagine bien que les pompes à chaleur vont pouvoir se généraliser et dans les maisons individuelles, par exemple, le chauffage au bois sera un avantage assez important puisque la consommation sera relativement faible aussi. Voilà, bon là, on regarde un peu les exigences, ça va être très rapide aussi, c'est pour identifier les différents vecteurs énergétiques. C'est un peu ce que je vous dis, quand on est sur les vecteurs gaz, on voit qu'on est beaucoup plus haut sur un RCU qui est moyen, on va dire, 110 grammes par kilowattheure par rapport au bois à l'effet Joule. Donc on voit des solutions efficaces en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à d'autres solutions. Donc clairement, le gaz va être petit à petit abandonné au profit de ces solutions-là, qui sont plutôt RCU, bois ou PAC, avec des RCU qui, à terme, seront beaucoup plus performants également, parce que là, on a un RCU à 110 grammes par kilowattheure, mais avec l'évolution un peu des réglementaires, on voit qu'on aura des solutions plus vertueuses avec un contenu carbone plus bas. Donc, les parties ECS et chauffage qui seront plus basses en termes d'impact. Ouais. Sinon, à chaque fois, on a
des isolations de bâtiments qui sont différentes, mais c'est vraiment le vecteur énergétique qui joue beaucoup là, hein, on peut le voir. Ça sera peut-être détaillé par mon collègue. Donc, on regarde l'autre pilier, le pilier carbone, qui est vraiment un nouveau pilier avec une nouvelle méthode. On a toujours une déclinaison en 3 points, objectif, méthode et exigence. Donc, si je vous présente l'objectif, il est assez simple, c'est décarboner les constructions et décarboner les énergies. Décarboner les énergies, on l'a vu à travers le IC Énergie. C'est un indicateur qui est à cheval sur les 2 piliers de la RE 2020. Par contre, décarboner la construction, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on va mesurer vraiment l'impact carbone de tous les matériaux de construction qui ont été utilisés pour la fabrication du bâtiment. Donc, on va essayer d'avoir une méthode qui va quantifier ça pour avoir recours, pour tendre vers des matériaux les plus propres en termes d'impact sur le changement climatique. Voilà. Et ces 2 leviers permettent de définir des objectifs et une trajectoire avec des seuils et forcément s'inscrire le calage des seuils est réalisé pour pouvoir s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone et diminuer de 35% les émissions en 2031. Donc voilà, ce sont les objectifs. La méthode, là c'est juste une diapositive introductive pour vous montrer qu'on va avoir d'un côté des entrées, ici une boîte noire hein, quelque part, enfin, c'est l'outil, le cœur de calcul, on a l'outil d'ACV et ensuite on va avoir des indicateurs. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc le périmètre d'évaluation, comme je vous ai dit, on va mesurer l'impact de la construction du bâtiment. Le périmètre, c'est vraiment le bâtiment et sa parcelle. Donc on peut le voir ici avec en vert le bâtiment et la parcelle. Donc on a le contour, plus les bâtiments, les petites annexes s'il y en avait. Ça va être aussi le chantier de construction, donc toutes les énergies consommées, l'évacuation des terrains, etc. pour la construction du bâtiment, également les consommations d'énergie et d'eau. Voilà, donc les consommations d'énergie, on a vu, hein, le CEP et le IC Énergie sont liés. Hein, et on va prendre en compte les considérations, les consommations d'eau qui ont un impact aussi sur l'environnement. Donc par rapport à ce périmètre, on ne va pas se focaliser on va voir plus tard sur quels indicateurs on va se focaliser. Donc en termes de données d'entrée, vous voyez, on a encore notre schéma, donc les données d'entrée, là je vous présente les données d'entrée. Le bâtiment, c'est un ensemble assez complexe, hein, il y a plusieurs éléments. Pour pouvoir quantifier l'ensemble des impacts environnementaux d'une construction à travers l'analyse du cycle de vie, on va avoir une décomposition en 5 contributeurs, on appelle ça. Donc les composants, donc ça va être tous les matériaux de la brique, etc., les tuiles, le ciment, etc. Les consommations d'énergie à travers le IC Énergie qu'on a vu, les consommations du chantier, je vous l'ai dit, l'eau et donc la parcelle. On va vraiment dissocier composants de parcelle, par exemple. Hein, voilà, parce que la parcelle, on peut voir, c'est assez particulier, alors que les composants du bâtiment, c'est vraiment le cœur du bâtiment, la structure. Ces composants-là, on va à chaque fois les quantifier un peu de la même manière que je vous ai présenté le IC Énergie, une quantité. Par exemple, j'ai tant de mètres cubes de béton, j'ai X mètres carrés de moellon, par exemple, j'ai 10 000 tuiles, etc. Bon, voilà. Il va y avoir toute une quantité qui est définie. Donc ça, c'est un peu dans les CCTP et dans les détails des prix, on a toutes les quantités, et on va associer ces quantités à la donnée environnementale qui va donner l'impact environnemental unitaire du produit. Par exemple, j'ai 1 mètre cube de béton, je sais que la fabrication d'1 mètre cube de béton, ça va me donner une certaine émission dans l'eau, l'air et la terre, donc des émissions qui vont impacter l'environnement. Et donc on va multiplier cette quantité, par exemple, si j'ai utilisé par exemple 100 mètres cubes de béton, je vais multiplier 100 par la donnée environnementale de 1 mètre cube de béton. Ainsi de suite pour tous les matériaux qui sont utilisés. Donc les revêtements de sol, les peintures, voilà, de manière exhaustive, suivant les lots de construction. Ouais. Et on va sommer, donc ça va être une multiplication. Ces données environnementales sont prépondérantes, du coup, vous l'avez bien compris. Il y en a 3 types. Il y a 3 types de données. Des données environnementales conventionnelles, donc ce sont celles qui sont fournies par l'État. Comme je vous ai dit, par exemple, quand on parle de l'énergie, 1 kWh
de gaz consommé, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est l'État qui va fournir cette donnée environnementale et qui dit conventionnellement 1 kWh de gaz, c'est ça. 1 kWh de bois, voilà ce que ça donne en termes d'impact. Donc on va avoir des données qui sont conventionnelles, qui sont fournies par l'État. Hein. Ensuite, on va avoir des données spécifiques, donc c'est le gros des données en fait, hein, ici, sont les données spécifiques qui sont soit celles d'un fabricant ou d'un syndicat. On a deux types, notamment les FDES et les PEP. Les FDES, c'est celles qui vont caractériser toutes les données de matériaux. Donc c'est un peu celle que je vous ai dite tout à l'heure. Je sais pas, j'ai 1 mètre cube de béton que je connais, voilà ce que ça donne. J'ai des tuiles, voilà, j'ai une FDES spécifique pour les tuiles que j'utilise. Donc il y a une base de données, la base INIES, base de données de référence, qui va répertorier l'ensemble de ces données environnementales, notamment les données spécifiques, et on va venir piocher, il va falloir chercher à chaque fois la donnée qui va bien. Après, on a les PEP, elles, c'est plus des données environnementales qui s'attellent à identifier l'impact environnemental d'un équipement. Hein. Voilà, j'ai par exemple une pompe à chaleur, j'ai un produit j'ai une donnée environnementale qui va caractériser l'impact de la fabrication de ma pompe à chaleur, etc. Voilà. Après, il y a également des données configurateurs, donc ça c'est un peu particulier. C'est pour élargir un peu, c'est plus associé à l'acier ou au béton par exemple. On va pouvoir configurer une donnée environnementale sur la base d'une autre donnée. Bon, ce sont des détails, mais voilà, on a des données environnementales spécifiques qui permettent de caractériser le matériau exact que l'on a mis en œuvre. Ensuite, on se retrouve dans des configurations, c'est très difficile, l'exhaustivité, bien entendu. Donc, quand on n'arrive pas à être exhaustif, on va utiliser des données par défaut. Voilà. Donc, ça va être l'État également qui va mettre à disposition des données par défaut. Forcément, elles sont moins spécifiques. Si on n'arrive pas à trouver, par exemple, la marque je reviens sur ma tuile, je n'arrive pas à trouver l'impact environnemental de ma tuile Mourtier, ou je ne sais plus, voilà, des marques comme ça. Mais je vais prendre la tuile par défaut qui m'est fournie parce que l'industriel n'a pas mis à disposition sa donnée, sa FDES collective, sa FDES individuelle. Donc je vais prendre, si j'ai rien du tout qui convient, une donnée environnementale par défaut. Donc ça c'est l'État qui fournit. Forcément, comme elles sont génériques, elles vont être un peu plus impactantes. Donc ce sont des données génériques un peu majorantes, quoi. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de données. On l'a vu, hein, je multiplie les données par ces données environnementales, je les multiplie par mes quantités, et ensuite je rentre un peu dans ma boîte, là je rentre tout, et c'est mon ACV, c'est mon calcul d'ACV qui va faire tout le calcul. Donc on va prendre en compte l'impact lié à l'extraction des matières premières, à la production, le transport, la construction des matériaux, l'exploitation pendant la durée de vie, démolition. Donc c'est vraiment ça l'analyse du cycle de vie. Et on va prendre comme considération pour l'exploitation notamment, c'est-à-dire la consommation d'énergie, 50 ans. C'est-à-dire mon bâtiment il va durer 50 ans. Au bout de 50 ans, pendant 50 ans, je consomme toujours des énergies pour le chauffage, la clim, etc. Et au bout de 50 ans, j'ai une démolition, je vois ce que je peux recycler, ce que je ne peux pas recycler. Et donc ça, en fait, ça va être l'outil de calcul, l'outil d'ACV qui va faire ce calcul. Vous lui indiquez d'un côté, j'ai telle quantité que j'associe à telle donnée environnementale, je le fais, par exemple, si j'ai une centaine de matériaux, il va falloir associer à chaque fois une quantité avec une donnée environnementale, 100 lignes, 100 fois, et ensuite, l'outil d'ACV va faire son calcul à partir de ça. Donc, c'est dans cette boîte, là, on a le calcul sur l'ensemble des étapes, sur 50 ans, et on va avoir des sorties. Les sorties, ça va être toutes ces sorties-là, qui sont très nombreuses. On a 27 impacts, hein, voilà. On va voir un ensemble d'indicateurs, le potentiel de réchauffement climatique, la consommation d'eau douce, potentiel d'eutrophisation, voilà, utilisation nette d'eau douce ici, voilà, avec plusieurs catégories. Donc, on va avoir énormément de données qui vont nous fournir le calcul d'ACV. Donc, c'est ça que va faire la RE 2020. Elle va calculer tous ces impacts-là, pas seulement les impacts sur le réchauffement climatique. Mais, comme vous l'avez compris, l'indicateur phare, c'est celui du potentiel de réchauffement climatique, qui est en kilogrammes équivalent de CO2. Donc là, en fait, on va avoir pour la RE 2020, au final, vous avez vu, hein, on a une série d'indicateurs qui sont calculés automatiquement et ils seront vraiment intégrés hein, dans les sorties récapitulatives, dans les récapitulatifs standardisés. Mais on va voir, la RE 2020 va nous donner une exigence uniquement sur le IC construction, donc l'impact sur le changement climatique des matériaux de construction. Et ces matériaux de construction,
il faut définir un périmètre, enfin un périmètre de calcul, ça va être les composants plus le chantier. C'est pour ça qu'on a différencié les composants de la parcelle, parce que bon, voilà, dans l'indicateur phare, là où on va avoir un seuil et une exigence, ça va être les composants et le chantier. Pour autant, on va regarder le reste. Et on a également notre indicateur IC énergie que je vous ai présenté dans le volet énergie, et qui est aussi un indicateur carbone, c'est pour ça que je le reprends ici. Donc on a deux indicateurs et des indicateurs informatifs. Bon, ils sont ici pour information, la diapo vous sera transmise, enfin le PPT vous sera transmis pour regarder. Mais bon, voilà, on a le IC, si on veut connaître l'impact global du bâtiment, c'est l'IC construction plus le IC énergie et eau. Voilà. Voilà. Donc en termes de modulation, c'est pour illustrer de nouveau. Oui. J'ai dépassé le temps certainement. Je vais juste vous dire qu'il vous restait 5 minutes, donc de peut-être aller sur le confort d'été. 5. Voilà, j'ai bien sur le confort d'été. Voilà. Bon voilà, là on a une modulation pareil avec des différenciations en fonction de la zone géographique. Donc de la même manière, le IC construction comme les autres est modulé. On peut voir la progressivité, c'est ce qu'on avait dit. Comme pour le IC énergie, on a une progressivité dans le temps pour également adapter le bâtiment. Disons que la première étape, c'est vraiment d'identifier l'impact carbone du bâtiment. Donc un bâtiment actuel ne pose pas de problème. Normalement, il suffit c'est vraiment un travail d'identification et d'appropriation de la CV. Et il n'y a pas trop de difficultés. Après, on a des étapes où les règles vont se durcir, bien entendu, où là, il va falloir essayer d'optimiser le choix des matériaux, prendre du recours au bois, voilà, du béton bas carbone, etc. Avoir un travail sur la conception du bâtiment pour tirer vers le bas les émissions carbone. Voilà. Sur le confort d'été, là on a une déclinaison en 4 parties avec une évolution par rapport à la RT 2012, mais ça ira très vite. Bon, toujours pareil, objectif, indicateur, exigence. Donc sur les objectifs, ça va être améliorer la méthode. On va sortir de la TIC, température intérieure conventionnelle, qui était un indicateur qui était pas approprié, enfin en tout cas qui n'avait pas de réalité physique. Et on voit que le retour d'expérience permet de dire que c'était pas un indicateur adapté. L'autre objectif avec ce nouveau travail sur la conformité, ça sera de s'adapter au climat futur. Donc on a vu les différentes aujourd'hui les canicules exceptionnelles sont de plus en plus régulières, donc un indicateur qui permettra de prendre en compte un peu ces effets de canicule qu'on subit de manière régulière maintenant. Et également inciter à des solutions passives. Alors des solutions passives, c'est se protéger du soleil, des techniques pour éviter de monter en température l'intérieur du bâtiment de manière passive, sans recours à la clim. Donc travailler à la conception. Ouais. Voilà. Donc l'indicateur, c'est les degrés heure. Donc là, c'est une courbe qui va illustrer un peu le fonctionnement, c'est degrés heure d'inconfort. En fait, on va avoir une espèce d'indicateur qui se comporte un peu comme un compteur. Il va compter tous les degrés inconfortables qui se passent sur la période, toute la période estivale. Et à chaque fois qu'on a un petit inconfort, on va le comptabiliser, etc. Jusqu'à ce que, à la fin de la période, on voit où c'est que se situe le bâtiment et on juge ensuite si c'est confortable ou pas. Donc le seuil d'inconfort, c'est 26 degrés. Donc c'est conventionnel, c'est 26 degrés, ça représente un peu la consigne. Au-dessus de 26 degrés, on estime qu'on commence à être inconfortable. Mais ce 26 degrés peut être rehaussé jusqu'à 28 degrés pour prendre en compte un peu la capacité d'adaptation du corps humain. Donc en fait, c'est le phénomène, c'est un indicateur qui est plus réaliste parce qu'il va se baser vraiment sur le ressenti le ressenti réel, quoi. Cette capacité d'adaptation, elle se comprend bien. Par exemple, vous avez subi 3-4 jours de chaleur. Le 5e jour, vous n'allez pas vivre cette journée de chaleur de la même manière que la première, parce que votre corps s'est adapté un peu à cette augmentation de température. Par contre, je suis au mois de mai, d'un coup, je suis à 23-24, d'un coup, j'ai un pic de chaleur à 30, ce 30 degrés, ça va d'un coup m'assommer, je ne vais pas comprendre ce qui se passe. Par contre, si j'ai un 30 degrés au mois d'août, je ne vais pas le ressentir de la même manière. Donc c'est ça, cette capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation, elle va permettre de rehausser de 2 degrés, donc de 26 à 28 par exemple, en fonction des journées chaudes passées. Donc maintenant, je passe au graphique, pour maintenant que vous avez compris le principe. Donc de nuit, il n'y a pas d'adaptation. Donc on est toujours à 26. Ça, c'est un exemple, par exemple. On va être ici sur une journée
Voilà, pardon. On va être ici sur une journée où on a eu quelques jours chauds, donc on a une capacité d'adaptation. Donc le seuil passe à 27, entre 26 et 28. Bon, là, il est mis à 27 pour l'exemple. Donc voilà, donc ça c'est le seuil en rouge, le seuil de confort, la température limite de confort. Donc on voit c'est 26 degrés la nuit, donc la période nocturne qui est de 6h à 22h, et la période diurne, donc c'est en journée, donc de 22 à 5h, voilà, ici. Et on voit en noir l'évolution de la température du bâtiment. Donc au début, on est en dessous de ce seuil, donc il n'y a pas de problème, pas d'inconfort ressenti. Par contre, ici, on commence à franchir le seuil de confort. Donc c'est 27. Donc on va cumuler un peu d'inconfort à chaque heure. C'est un calcul qui est réalisé au pas de temps horaire. Donc là, on va avoir 0,4 degrés, là 1 degré, et voilà. Et ça va nous donner un inconfort que je vous montre ici. La différence entre la limite haute et la température à l'intérieur du bâtiment va nous donner des différences de degrés. Ces différences de degrés, on les somme, et c'est le DH, le degré-heure d'inconfort, cet indicateur nouveau de la RE 2020, ça va être la somme des inconforts ressentis, soit 20 degrés ici. Donc ça, c'est sur une journée type, une journée représentative. Donc ce processus-là, ce calcul est réalisé sur l'ensemble des journées de tous les jours de l'année, et on va cumuler en fait des degrés, alors 20, plus 20, plus 20, etc. Et on va arriver au final à un DH complet. Donc le DH, ce seuil, il va y avoir un seuil haut qui va définir une limite réglementaire. C'est-à-dire au-dessus de ce seuil, par exemple 1250, ça va être 1250 par exemple en moyenne pour une maison individuelle. Au-dessus de 1250, je vais être non conforme, comme si j'étais non conforme avec le CEP ou avec le BBio. Mon bâtiment n'est pas conforme à la réglementation. Voilà, c'est un indicateur très fort. Il faut à tout prix trouver des solutions, mettre des protections solaires, etc., pour pouvoir limiter un peu cet inconfort et ces seuils de température et ces températures ressenties dans le bâtiment. Voilà. Ensuite, on a un seuil bas de 350 qui est indiqué ici, qui peut montrer un seuil très confortable. Très confortable. Et entre les deux, c'est un seuil, on n'est pas non conforme, mais on voit qu'il y a de l'inconfort probable. Donc, on a des consommations de climatisation qui peuvent venir en pénalisation. Donc, sur les catégories, je vous présente des exigences. On a des exigences 1250 pour le DH, 1850 en catégorie 2. Donc, on a les catégories 1 et 2. On retrouve un peu ce qu'on avait dans la RT 2012, à savoir est-ce que c'est un bâtiment qui est protégé ou pas, exposé au bruit. Voilà. Donc, il va y avoir des contraintes un peu liées à l'environnement qui vont faire que le bâtiment va pouvoir plus facilement ouvrir ses fenêtres pour rafraîchir naturellement ou pas. S'il a des contraintes extérieures trop fortes, il ne pourra pas ouvrir naturellement ses fenêtres. Et du coup, il y a un petit bug là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et donc, du coup, voilà, il pourra, et du coup, il aura un seuil un peu plus élevé. Voilà. Alors, on a un seuil qui est modulé également pour le logement collectif. On a toujours en base les 1250 pour le collectif qui sont un peu plus hautes en fonction de la volumétrie. Bon, ça, ce sont des principes de modulation. Ce qu'il faut que vous sachiez en tout cas, c'est que le calcul est fait au pas de temps horaire par rapport à des seuils autour de 26 et 28 degrés. Et donc, un devoir de travailler sur la conception architecturale du bâtiment pour se protéger des apports solaires et faciliter l'évacuation de chaleur aussi. Voilà, si on regarde les évolutions, donc c'est un peu, ça retrace un peu ce que je vous ai dit. Donc un nouvel indicateur en degré d'inconfort avec un seuil bas et un seuil haut. Le seuil bas qui dit on est un bâtiment très très confortable, 350, et un seuil haut plutôt aux alentours de 1250 qui va rendre le bâtiment inconfortable. Enfin, non conforme, tellement inconfortable qu'il sera non conforme. Et ensuite, entre les deux seuils, on a une zone où on a de l'inconfort probable qui peut s'installer, mais qui n'est pas suffisant pour dire que le bâtiment est non conforme. En contrepartie, on sent bien qu'il y aura une installation future d'un équipement de climatisation, par exemple. Donc, on va avoir une pénalisation dans le CEP. Donc, on voit que le DH est lié aussi au calcul du CEP. Voilà. Ensuite, on a des scénarios conventionnels caniculaires qui sont introduits pour prendre en compte tout ce que je vous ai dit, le changement climatique. Donc, ce calcul de DH, il est fait avec un scénario météo spécifique que pour le calcul du confort d'été. On va voir un scénario caniculaire de 2003, de la dernière semaine de juillet, tout le mois d'août, très élevé, avec un pic de température représentant ce qu'on avait vécu en 2003, pour vraiment illustrer un calcul en période de canicule et des scénarios conventionnels qui sont ajustés. Bon, là, c'est plus d'ajustement.
Voilà. On a de nouveaux systèmes de rafraîchissement qui sont implémentés pour prendre en compte l'abaissement de température. Voilà. Donc typiquement les brasseurs d'air, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas dans la RT 2012. Donc ils permettent d'avoir un ressenti de température de 2, 3, 4 degrés en moins. Donc ils sont pris en compte dans les méthodes de calcul. Si on en installe, on va favoriser le bâtiment dans son calcul du nombre de degrés hors d'inconfort. Et il sera peut-être plus bas. Voilà. Et on a également, c'est une nouveauté, aussi une distinction entre zone traversante et non traversante pour le logement collectif. Bon, ça c'est un détail. Il y avait une fiche d'application qui spécifiait des choses, mais voilà, on a vraiment une distinction entre traversant et non traversant. C'est quelque chose de très important pour le confort d'été, parce que quand on a un bâtiment traversant, on va faciliter l'évacuation de chaleur la nuit. Par exemple, on ouvre d'un côté, de l'autre côté c'est ouvert, donc la chaleur s'évacue facilement et on se retrouve avec une journée qui commence sans apport interne très important. Donc deux principes sur le confort d'été, ça va être l'évacuation de chaleur, ça va être l'évacuation de chaleur et la protection solaire. Voilà, en gros, voilà, on a 4 indicateurs énergie, 2 indicateurs carbone, avec l'indicateur IC énergie à cheval sur les 2 piliers. Il y a un indicateur degré-heure qui est nouveau également, comme le niveau carbone. Voilà. Ça, je vais passer très vite sur le. Nicolas. Je vais passer très vite sur le. Comment je fais? Un petit peu déjà de quelques minutes, donc vraiment rapidement. Et puis, bon, par contre, les questions ont été un peu répondues au fur et à mesure. Ouais, bon, voilà. Les leviers d'action, je les ai un peu dit au travers de ma présentation, c'est concevoir un bâtiment en accord avec son environnement. Alors on a deux stratégies, une stratégie hiver et une stratégie d'été, donc il y a toujours un compromis à faire, mais ce qu'il faut faire, c'est se protéger du rayonnement solaire et favoriser l'évacuation des chaleurs avec un aspect traversant autant que possible. Donc ça, c'est vraiment la stratégie été. Et avec des protections savamment calculées pour permettre la pénétration du rayonnement solaire en hiver quand le soleil est plus bas. Donc voilà, il faut vraiment avoir une conception bioclimatique un peu plus poussée qu'en RT 2012 parce qu'on a des durcissements des règles et également une prise en compte des besoins de froid systématique. Après, il faut travailler sur l'efficacité énergétique. Après, la sobriété énergétique. Le premier élément, c'est de travailler vraiment sur la conception architecturale pour limiter les besoins. La meilleure énergie, la plus basse énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a limité les besoins, on met des systèmes très performants autant que possible, capteurs solaires photovoltaïques, production solaire photovoltaïque, chauffe-eau solaire, privilégier des énergies renouvelables autant que possible. On ne va pas forcément généraliser toujours le bois, mais si on peut mettre du bois, tant mieux. Avoir un recours à un réseau de chaleur vertueux s'il y en a un sur place, voilà, etc. Et voilà. Bon, ensuite, de travailler la réduction des impacts sur le changement climatique de la construction, ça va être renoncer aux énergies fossiles, mais aussi intégrer dans l'ACV tout un travail de réflexion dès la programmation pour dire, voilà, moi je veux limiter mes produits à fort impact environnemental, je veux une terrasse en bois, je veux des matériaux un peu plus nobles, je parle beaucoup du bois, mais après ça peut être la généralisation du béton bas carbone, s'il est prêt, c'est pas forcément la solution miracle, mais voilà, un travail vraiment en amont avec l'équipe de conception. Et ce travail en amont, il se fait aussi par l'intégration du bureau d'études. On a un besoin de communication qui est beaucoup plus fort entre les différents intervenants, que ce soit l'architecte, le bureau d'études, le maître d'ouvrage, pour pouvoir avoir un dialogue très important qui puisse amener le bâtiment vers des exigences, vers des performances aussi bien énergétiques qu'environnementales. Les deux sont liés de toute manière. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Nicolas, pour cette super présentation sur les différents indicateurs. On a pu répondre à une bonne partie des questions. Je vous propose qu'on prenne celles qui resteront. Il y en avait notamment une peut-être assez importante, mais oui. Sur est-ce que finalement la RE 2020, c'est la disparition du bâtiment énergie positive, le BEPOS. Soit on la prend tout de suite si vous voulez réagir à chaud, soit vous pouvez réagir avec David tout à l'heure. Alors le label BEPOS, qu'il y avait dans l'énergie dans E plus et moins c'est une expérimentation, donc il y a plusieurs niveaux pour ceux qui veulent aller plus loin. La réglementation, la RE 2020, c'est une réglementation qui est appliquée et imposée
tout le monde doit faire ça. Donc forcément, on ne va pas imposer le bâtiment positif, c'est impossible, hein, c'est obligatoire pour tout le monde. Après, ceux qui veulent aller plus loin vers le DPOS, avec des calculs avec des CEP totaux qui soient le plus bas possible, et recours aux ENR très importants, etc., ils peuvent toujours le faire. Le travail sur les labels est en cours aussi pour pouvoir valoriser ces démarches, mais ces démarches-là sont pas interdites, hein, voilà. Mais la RE 2020, c'est vraiment pour tout le monde, et donc c'est pas le BPOS. Hein. Je sais pas si j'étais clair. Merci. Ouais, si. Et une petite remarque, juste, je rebondis hyper rapidement parce que je vois qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont des réseaux de chaleur et qui sont connectés. Il y a effectivement sur l'indicateur IC Énergie un sujet sur lequel Amorce s'est beaucoup battu aux côtés d'autres partenaires comme la FEDEN, qui est d'avoir obtenu un seuil un peu différent de cet indicateur sur une période donnée, un peu plus haut pour les bâtiments raccordés à des réseaux de chaleur. Et donc, ce n'est pas pour les réseaux non vertueux, comme vous avez dit. C'est vraiment pour des réseaux qui sont déjà à plus de 50% ENR&R, d'énergie renouvelable et de récupération, dans une perspective de verdissement plus important encore, et qui ne passaient malgré ce taux de ENR déjà au-dessus de 50%, pas le seuil qui a été, lui, fixé assez bas. Et assez bas, en tout cas qui a été fixé en fonction des émissions carbone des différents vecteurs énergétiques, notamment celui de l'électricité qui a été rabaissé cette année, quoi. Donc ça se relie un peu à l'aspect politique, voilà. Et en tant qu'Amorce, je me devais de juste réinsister rapidement sur ce point. Après, moi, dans mes propos, c'est le calage des seuils qui doit prendre une réalité, quoi. Mais tout à fait. Voilà, l'objectif n'étant pas de raccorder des réseaux qui n'amèneraient pas d'énergie renouvelable et de récupération. Sur cette petite précision, je propose de passer justement à la présentation de David Lebanier de Pouget Consultant, qui va répondre aussi en partie à certaines des questions qui ont été posées sur notamment les choix énergétiques, puisque qui va nous donner les conséquences en fait concrètes du passage de la RT 2012 à la RE 2020 en termes de choix de construction et de système énergétique. David, je vous laisse la parole. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Super. Donc bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter les conséquences un peu concrètes de la méthode qui vient d'être présentée par Nicolas, et je vais d'abord illustrer ses impacts sur le résidentiel collectif, et on parlera à la fin, j'aurai une petite synthèse sur la maison individuelle. Donc là, c'est vraiment uniquement les bâtiments collectifs que je vais illustrer. Alors, je vais pas vous refaire l'introduction qu'a fait Nicolas, c'est juste pour répondre à une question qui a été posée dans le chat sur la surface de référence qui est utilisée dans le calcul réglementaire. C'est vrai qu'en RT 2012, l'énergie était calculée par mètre carré SRT et le carbone par mètre carré SDP, surface de plancher. Maintenant, tout le monde revient, tous les indicateurs sont exprimés en mètre carré habitable ou en surface utile pour les bâtiments tertiaires, ce qui fait que à même performance, les valeurs absolues augmentent étant donné que la CHAB est plus petite que la surface de plancher ou la SRT. Voilà, c'est ce qui fait que les valeurs absolues de la RT 2012 et de la RE 2020 ne sont pas comparables, notamment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé autrement. Donc vraiment, on ne peut pas comparer les valeurs RT 12 et RE 2020 puisque la méthode de calcul, les surfaces de référence ont changé. Une slide sur l'incidence du BBO dans le résidentiel collectif. Donc, avant d'exprimer les incidences, juste la traduction du BBO de la RT 2012. En RT 2012, en zone H2B, qui est la zone climatique centrale, on nous demandait d'atteindre un BBO à 60 points. Ce BBO à 60 points, ce bâtiment qui a un BBO de 60 points en RT 2012, si je le recalcule en RE 2020, sans changer ses prestations thermiques, eh bien, traduit en RE 2020, il atteint une valeur de 90. Donc, un bâtiment RT 2012, c'est 90 points de BBO traduit à RE 2020. Et la RE 2020 va nous demander de passer, comme l'a dit Nicolas, de 90 à 65, soit une marge de 30%. Cette baisse de BBO de moins 30%, cette amélioration de l'isolation, elle est de moins 30% pour les bâtiments qui font plus de 1300 mètres carrés, donc environ plus de 20 logements.
Les bâtiments qui sont en dessous de 20 logements, on va leur demander un effort un peu moins conséquent, de l'ordre de BBio moins 20%, c'est proportionnel à la taille du bâtiment, puisque ces petits bâtiments sont plus difficiles, ont plus de difficultés à atteindre un niveau de BBio performant du fait de leur compacité, de leur naturellement un petit bâtiment est moins compact, donc a plus de surface déperditive. Comme l'a dit Nicolas, cette marche aussi elle a relativisé puisque nombreux bâtiments faisaient déjà des efforts conséquents dans la RT 2012. En moyenne, on était un gain BBio de moins 23% en RT 2012 et l'ARE 2020 nous demande de systématiser moins 30%. Quelles sont les conséquences concrètes? Donc, je voyais dans le chat, il était évoqué des bâtiments passifs. On n'est pas sur un standard passif dans la RE 2020. On est sur une amélioration des solutions techniques d'isolation courante. Typiquement, en RT 2012, on faisait beaucoup d'isolation intérieure, en béton ou en briques ou en parpaing. Eh bien, ces modes constructifs avec l'isolation intérieure sont toujours valables pour la RE 2020 et ce sera sûrement ceux qui seront le plus présents. Donc il n'y a pas de rupture technologique, c'est accessible à tous les modes constructifs, la RE 2020. On va juste nous demander de épaissir les isolants, traiter un peu mieux les ponts thermiques, être un peu plus attentif à la forme du bâtiment, mais globalement c'est pas une révolution dans les modes constructifs et la manière de concevoir. Et le surcoût de cette exigence supplémentaire, c'est d'environ 30 à 35 euros du mètre carré CHAB par rapport à un standard RT 2012. Maintenant, le confort d'été, qui est le résultat, comme l'a dit Nicolas, on va tester la robustesse du bâtiment pour un épisode caniculaire. Pour améliorer cet indicateur degré-heure, la RE 2020 nous donne plusieurs leviers. Donc, il y a forcément, on s'en doute, l'orientation, la surface des baies, l'inertie du bâtiment. Plus je vais avoir une inertie lourde, plus je vais encaisser les pics de chaleur de la journée. Des logements qui sont traversants, qui ont deux orientations pour ventiler le logement, comme ça a été dit. Si je ventile mieux mon logement, je vais pouvoir plus facilement le décharger de la chaleur qu'il a accumulée, par exemple le soir quand il fait moins chaud. Une nouveauté qui n'était pas présente ou du moins qui n'était pas connue de tout le monde dans la RT 2012, c'est le fait d'avoir des occultations perméables. Voilà, si on a des occultations perméables, c'est les illustrations que j'ai mises en haut, des volets ajourés, des brises-soleil orientables, et ben ça permet à l'occupant de fermer ses volets, donc d'avoir un peu d'intimité et puis aussi d'être un côté sécurisant, et d'ouvrir ses fenêtres pour ventiler et décharger le bâtiment le soir quand il fait moins froid. Ensuite, un autre élément qui n'était pas du tout présent dans la RT 2012, c'est les ventilateurs plafonniers, donc c'est des brasseurs d'air, qui eux ne vont pas diminuer la température de l'air, mais juste augmenter la vitesse de l'air et donc diminuer la température ressentie. Et ensuite, il y a la gestion des occultations, est-ce qu'elles sont motorisées ou automatiques? Quand elles sont automatiques, c'est plus favorable puisque l'occultation se ferme quand il faut. Donc voilà pour les leviers. Maintenant, on va regarder dans ces leviers qui sont disponibles, lesquels on va devoir généraliser ou non avec les exigences. Donc ici, c'est une application d'exigence de 1250 degrés en immeuble collectif dans plusieurs zones climatiques. On va commencer par les deux de gauche, c'est la zone H1A et H2B, et ces résultats sont assez représentatifs de tout ce qui va se passer dans les 3/4 nord de la France. C'est-à-dire que l'exigence, elle n'est pas dimensionnante dans ces zones climatiques. Ça, on peut le regretter puisqu'on sait que les bâtiments collectifs qu'on construit, même dans la moitié nord de la France, ne sont pas très confortables en période de canicule. Ensuite, à droite, vous avez 4 variantes en zone H3, qui est la zone de l'arc méditerranéen, qui est la plus sensible à l'inconfort d'été. Et on voit que notre bâtiment de base, donc ce qu'on appelle bâtiment de base, là, c'est bâtiment en volet roulant manuel, isolation intérieure, structure béton, eh bien lui n'arrive pas à passer les exigences. Et donc, à droite, vous avez 3 variantes. Une variante, on lui met des occultations perméables, ça améliore la situation, mais c'est pas suffisant. Une variante, on met un brasseur d'air, c'est toujours pas suffisant. Et tout à droite, on cumule les deux. Donc c'est un exemple de duo de solutions qu'on pourrait prévoir. On a sélectionné ce duo de solutions parce que c'est les moins chers et les plus faciles à généraliser. Ça ne demande pas de révolutionner l'architecture. C'est pas pour autant les meilleurs. On peut se dire qu'il faudrait plutôt investir dans des solutions, on va dire, un peu irréversibles, et que le brasseur d'air, on pourra l'ajouter plus tard, lui, à n'importe quel moment de la vie du bâtiment. Voilà.
Donc en gros, en synthèse, les exigences de confort d'été, ça va nous permettre de mieux appréhender le confort d'été dans la réglementation, mais ça va être dimensionnant que dans l'arc méditerranéen, les zones H3 et H2D. Et pour répondre à la question, ce n'est pas une simulation thermique dynamique, c'est une question qu'il y avait dans le chat, c'est une STD, c'est vraiment un calcul réglementaire simplifié qui fonctionne presque comme une STD, sauf qu'on n'a pas accès aux hypothèses de calcul et qui va surtout nous donner une idée de la température des degrés heure en moyenne sur le bâtiment ou sur une zone du bâtiment. La STD, la simulation thermique dynamique, c'est des logiciels avec des méthodes plus ouvertes qui vont nous permettre d'aller évaluer le taux d'inconformité, non pas sur une zone du bâtiment, mais vraiment logement par logement ou pièce par pièce. Voilà pour le confort d'été. Maintenant, on va parler d'exigences de consommation d'énergie non renouvelable et des exigences d'émissions de carbone des énergies. Avant tout ça, je vais juste introduire un petit rappel des plus régulièrement dans la RE 2020. Donc il y a les solutions 100% gaz individuel, gaz collectif, vous les connaissez, c'est 80% des logements collectifs RT 2012 qui sont équipés de ces solutions-là. Ensuite, il y a les solutions 100% électriques, donc mieux positionnées sur l'aspect carbone. On peut les différencier avec une première solution qui est le chauffage électrique dit effet Joule, donc c'est des radiateurs électriques, c'est ce que vous voyez sur la photo en haut à gauche, qui sont associés à une solution de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique, comme une pompe à chaleur ou un chauffe-eau thermodynamique. Cette solution-là, voilà, il s'en faisait très peu dans la RT 2012 parce que on doit obtenir un niveau d'isolation très fort pour compenser la performance du chauffage électrique. Donc ça, c'est la première solution 100% électrique. La deuxième, c'est une pompe à chaleur RO collective qui fait tout le chauffage et toute l'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est peu courant actuellement. Ça existe sur le marché, mais c'est peu courant et ça va jouer un rôle important dans la RE 2020. Et ensuite, il y a les solutions dites hybrides, où là, on va associer une chaudière gaz collective avec une petite pompe à chaleur pour faire l'eau chaude sanitaire. Soit c'est deux éléments distincts qui fonctionnent de manière autonome, soit c'est un seul et même système mixte, vraiment hybride, qui contient une chaudière gaz et une pompe à chaleur. Et il y a la même chose en collectif, ça c'était relativement courant en RT 2012, c'est une chaudière gaz collectif et une pompe à chaleur collective qui vient faire uniquement l'eau chaude sanitaire ou une partie de l'eau chaude sanitaire. Ces solutions-là elles vont être intéressantes pour les gaz parce qu'elles vont lui permettre de l'hybrider et de diminuer son impact carbone. Donc j'ai pas décrit les chaudières gaz et les chaudières bois et les réseaux de chaleur qui sont bien entendu dans la course aussi pour la RE 2020. Donc maintenant, on va regarder comment se positionnent ces 6 solutions sur le CEP-NR. Donc le CEP-NR va nous exiger un niveau à 70 en H2B. Et on retrouve à gauche les deux solutions 100% gaz, au milieu les solutions 100% électriques et les solutions hybrides. Et on voit que le niveau du CEP-NR va être dimensionnant uniquement pour le chauffage électrique effet Joule, qui déplace très largement le seuil. Donc, il n'est pas interdit, il est faisable, mais il va falloir compenser le manque de performance du chauffage électrique par une enveloppe très forte, et là c'est une enveloppe qui va se rapprocher des standards passifs à hausse, donc des résistances thermiques très fortes, plus aucun pont thermique, une bonne capacité de bâtiment, une bonne orientation. Donc ça nécessite, voilà, il y a vraiment un saut technologique et un saut dans la manière de concevoir qui est nécessaire. Donc on pressent que ce duo forte isolation chauffage électrique effet Joule ne sera pas très courant. Voilà. Et ensuite, on voit que le gaz collectif est légèrement contraint, donc il va juste avoir besoin de faire un peu plus d'efforts sur l'isolation, mais il sera vraiment, ça lui sera accessible sans trop d'efforts. Un réseau de chaleur qui n'est pas du tout renouvelable, 100% non renouvelable, obtiendra le même score que le gaz collectif. Un réseau de chaleur qui aura une part ENR, eh bien dans le CEP non renouvelable, il arrivera très facilement à atteindre le seuil puisque on ne va pas compter la part renouvelable du réseau de chaleur. Je ne vais pas parler de l'autre indicateur, le CEP, qui est différencié du CEP NR. Pourquoi? Puisque celui-ci, il n'est pas dimensionnant et l'objectif c'est juste de donner un droit à consommer pour les solutions renouvelables, le bois et les réseaux de chaleur verts, mais il ne sera pas dimensionnant. Donc pour simplifier, je ne vais pas en parler. Maintenant, le IC énergie.
Donc en collectif, on va nous exiger, alors c'est traduit normalement sur 50 ans en dynamique, c'est la nouvelle méthode de calcul. Concrètement, les émissions de carbone dynamiques, pour les obtenir, il faut multiplier les émissions annuelles. Au lieu de les multiplier par 50 pour totaliser les émissions sur 50 ans, on les multiplie par 40,5. C'est un détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en collectif, on nous exige 14 kg de CO2 par mètre carré. Donc, je vais retraduire en mètre carré annuel, puisque c'est souvent les ordres de grandeur qu'on a en tête. Et en 2025, on nous demande un effort très important de tomber à 6,5, avec une dérogation par contre pour le réseau de chaleur, à qui on laisse un peu plus de temps pour se décarboner. Quelles sont les conséquences de ces deux seuils? Donc on retrouve les 6 systèmes de tout à l'heure. On voit que le seuil 2022, il est dimensionnant pour personne. Donc concrètement, de 2022 à 2025, on peut faire exactement comme dans la RT 2012, et on pressent qu'il y aura beaucoup de solutions 100% gaz, puisque c'est la solution la plus courante, la plus maîtrisée, la plus compétitive. Par contre, en 2025, les solutions 100% gaz, on voit qu'elles ne pourront pas atteindre le seuil, même si on améliore très fortement l'isolation. On voit que les solutions électriques passent le seuil haut la main, même si finalement ma solution effet joule tout à l'heure était très contrainte par l'autre indicateur. Et on voit qu'à droite, les solutions hybrides, gaz, chauffage gaz plus eau chaude sanitaire qui est faite par une pompe à chaleur, ne sont pas très loin d'atteindre le seuil. Donc ces solutions-là, elles pourront respecter le seuil de 2025, mais elles devront s'associer à une isolation plus forte. J'ai pas illustré ici les chaudières bois qui, elles, passeront haut la main le seuil de 2025. J'ai pas non plus illustré les réseaux de chaleur, puisque c'est très dépendant du taux d'émissions de carbone du réseau de chaleur, mais vous pouvez vous dire que, en considérant qu'en 2025, les réseaux de chaleur devront avoir un taux d'émission à 130 grammes par kilowattheure, s'ils ne l'ont pas, ils vont devoir compenser leurs émissions de carbone en renforçant l'isolation. En 2028, après la dérogation pour les associés au réseau de chaleur, il va falloir que le réseau de chaleur tombe environ à 100-105 grammes de CO2 par kilowattheure. Le IC construction, donc l'impact carbone des matériaux. Donc ici c'est les modulations. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de chaque ligne, mais ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est qu'il y a une modulation en fonction de la surface habitable. Les petits bâtiments, on va leur demander, les petits immeubles, plutôt, je vais pas parler de la maison. Les petits immeubles, on leur demander un peu moins d'efforts parce qu'ils n'ont pas d'ascenseur à prévoir, et les très grands immeubles, on leur demander un peu plus d'efforts parce qu'ils ont une capacité plus forte naturellement du fait de leur taille. 2 points importants, c'est les modulations qu'il y a sur le lot 2 et le lot 1, qui sont, le lot 2, c'est l'infrastructure, donc les sous-sols, les fondations, et le lot 1, c'est les voiries et réseaux divers, VRD, donc les parkings et réseaux sur la parcelle. Ce qu'il faut retenir de ces 2 modulations, c'est que on ne va pas différencier un bâtiment à qui on demande de faire un parking extérieur ou non, malgré que ce parking ait un impact, et on ne va pas différencier un bâtiment auquel on demande de faire un parking en sous-sol, ou un bâtiment même qui subirait une qualité de sol moins bonne, qui va être forcé de faire des fondations plus lourdes, plus profondes. Voilà. Donc, parking ou pas, le bâtiment aura la même difficulté d'atteindre de la RE 2020. Néanmoins, on va quand même comptabiliser l'ensemble de l'impact carbone de ces lots-là. Et donc, pourquoi? Puisque donc la RE 2020 va pas trop nous inciter à décarboner ces 2 lots, mais on va quand même les comptabiliser, donc on peut imaginer qu'un label ou d'autres démarches locales pourront nous obliger à décarboner ces lots. Il y a aussi une modulation en fonction de l'impact des données environnementales par défaut. Comme l'a dit Nicolas, pour le moment, de nombreux industriels acteurs ont caractérisé l'impact carbone de leurs matériaux. Il nous en manque encore quelques-unes, et dans ces cas-là, on est contraint d'utiliser des valeurs par défaut très pénalisantes. Et donc, au début de la réglementation, entre 2022 et 2025, si jamais on est contraint de faire un bâtiment avec un mode constructif qui est très peu encadré par des données environnementales, et qu'on atteint un seuil d'utilisation fort de données environnementales par défaut, à ce moment-là, la réglementation s'assouplit un petit peu entre 2022 et 2025. A contrario, à partir de 2028 et 2031, on va pénaliser les bâtiments qui font appel à beaucoup de données environnementales par défaut. Ici, c'est vraiment pour tracer une route un petit peu, c'est lancer un message aux acteurs, de dire que voilà, d'ici 2025, il va falloir mettre les bouchées doubles pour produire des données environnementales, puisque si vous n'en avez pas à partir de 2028, ce sera plus compliqué. Néanmoins, cette modulation, voilà, elle se déclenchera que dans les cas particuliers. Les bâtiments en pierre naturelle, par exemple. En zone H3 et H2D, donc l'arc méditerranéen, on aura un droit à émettre supplémentaire pour intégrer des spécificités liées au confort d'été, un climatiseur, des occultations extérieures, un peu plus d'inertie, par exemple.
Donc ça, c'était les modulations des exigences du IC Construction. Maintenant, oui. Pardon, David, on vous laisse encore quelques minutes pour terminer, oui, que Lorraine puisse énoncer les questions qui restent. Merci. Tout à fait. Donc, il y aura différents paliers d'exigence. Il y aura un seuil en 2022 qui va se durcir en 2025, qui va se durcir en 2028, puis en 2031. Pour chacune de ces phases, des tests que l'on a fait, on essaie de se projeter un petit peu à chacune de ces dates pour voir quelles vont être les incidences. Eh bien, 2022, c'est une phase d'apprentissage qui est accessible à tous les modes constructifs, sauf spécificité architecturale, bâtiment très peu compact, une façade très chargée en matière, sauf ces cas particuliers-là. La plupart des bâtiments de la RT 2012 qui ont une capacité correcte seront en capacité de passer ce seuil 2022. Donc c'est de 2022 à 2025, on apprend et on évite les grosses erreurs de conception. 2025, il y a un palier, mais il est atteignable avec l'ensemble des modes constructifs. On va juste décarboner, par exemple, le second œuvre, les revêtements de sol, un peu l'isolant, les revêtements extérieurs. On ne vient pas encore de faire de révolution dans la manière de construire. 2028, 2031, là, c'est des efforts assez conséquents sur les modes constructifs, mais là encore, ils ont été dimensionnés pour que l'ensemble des modes constructifs puissent respecter la RE 2020. La seule différence, c'est que par exemple, en 2031, des tests que l'on a fait, c'est assez compliqué, on a dû faire un certain nombre d'hypothèses pour se projeter en 2031, mais des tests que l'on a fait, des hypothèses que l'on a prises, un bâtiment bois, eh bien 100% structure bois, lui, aura juste l'effort d'être un bâtiment structure bois pour passer le seuil 2031. Un bâtiment béton, par exemple, il aura accès, mais il va falloir qu'il fasse plus d'efforts complémentaires, c'est-à-dire décarboner le second œuvre, revêtement de sol, isolation, menuiserie et autres, et puis décarboner la matière, le béton, faire appel à du béton bas carbone, ou alors à faire une mixité de matériaux bois-béton. Voilà pour les conséquences de IC Construction. Et là, c'est la synthèse. Donc, 2022 à 2025, on renforce l'isolation, le chauffage électrique est très contraint et on apprend à compter du carbone. À partir de 2025, plus de solutions 100% gaz, soit en hybride, soit on fait de la pompe à chaleur double usage, soit des réseaux de chaleur bas carbone, soit de la chaudière bois. Et à partir de 2028, il y a un gap important sur les modes constructifs et sur la manière de concevoir, sur l'impact carbone des matériaux. Je vais pas parler de la maison individuelle, je vais passer très rapidement. Toujours à peu près les mêmes paliers, sauf qu'en maison individuelle, c'est dès 2022 qu'on met de côté le 100% gaz. Le 100% gaz, et les solutions un peu type de notre point de vue, ce sera pompe à chaleur double usage qui fait déjà 60% des maisons individuelles actuellement, une pompe à chaleur dans le salon qui va faire le chauffage et pourquoi pas le froid, du chauffage électrique dans les chambres et un bâti très renforcé, une isolation renforcée, ou poêle à bois dans le salon et chauffage électrique dans les chambres, et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, ou une chaudière 100% bois, bien sûr. Et ensuite, les mêmes exigences et les mêmes conséquences sur les paliers pour les exigences carbone, matériaux. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Merci d'avoir pris le temps de nous faire cette synthèse qui permet d'avoir tout en tête à la fin de la présentation sur les grandes lignes de ce qu'il faut retenir, parce que la RE 2020 c'est quand même assez complexe. Donc on a pu répondre encore à quelques questions au fil de l'eau, mais il en restait. Alors il y en avait une, c'est vraiment sur le fonctionnement entre guillemets. La question était posée de savoir comment on contrôle dans le temps les valeurs d'exploitation que l'on rentre là pour calculer les différents indicateurs, en particulier les degrés heures. Donc c'est un peu une question piège dans le sens où, enfin, je peux peut-être pas donner la réponse et puis on contrôle. Ouais, voilà. Vas-y. Donc oui, pour savoir si si le bâtiment qui est vu avec un certain nombre d'heures d'inconfort, est-ce qu'on va les avoir effectivement dans la réalité? Donc il y a pas de moyen de contrôler ça, hein. Vraiment, faut voir le calcul réglementaire comme un calcul grossier, un passage obligé pour éviter les grosses erreurs de conception, mais il s'agit pas d'un calcul réel. Voilà. Effectivement, voilà. Je peux juste... Ouais, pardon. C'est juste un petit élément de précision, c'est faut vraiment avoir à l'esprit, comme dans toutes les réglementations précédentes, que c'est un calcul conventionnel. Donc quel qu'il soit, que ce soit RT 2012 ou RT RE 2020 ou même avant, c'est un calcul conventionnel, ce qui est bien différent du calcul prédictif. Donc ça a été un peu mentionné en parlant de STD, donc c'est juste pour bien rappeler les bases. Le calcul réglementaire se base sur un calcul conventionnel, se base sur des hypothèses figées pour que ce soit pareil pour tout le monde.
Ça, c'est le calcul conventionnel. Et ensuite, il y a le calcul prédictif qui est plus fait sur un calcul de STD où là, on va modifier les données d'entrée pour être au plus proche de la réalité du cas particulier, du cas physique qu'on est en train d'étudier. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. On essaye d'être prédictif, de deviner vraiment. Donc ça, c'est le calcul prédictif STD, RE2020, c'est conventionnel. Merci. On avait une autre question qui portait sur le bois énergie et qui posait en gros la question de la gestion durable de la forêt. Et de voir est-ce que le bois énergie, on peut considérer que c'est vraiment durable dans le sens où on plante un arbre et qu'il va mettre 20 ans à restocker le carbone si on de celui qu'on aura coupé pour brûler. Je peux peut-être apporter un élément, puis après on va pas faire un débat trop long sur ce sujet, mais de dire que le bois énergie, souvent, même pas souvent, il est complètement indissociable du bois d'œuvre, donc notamment le bois de construction, qui est lui également très fortement utilisé très fortement favorisé dans l'aérien urbain, et qui va se permettre de stocker du carbone et se reflètera dans le fameux indice à titre indicatif de stockage de carbone biogénique. Est-ce que l'un de vous, David ou Nicolas, vous voulez compléter ? Ouais, je peux juste compléter, on est encore c'est un peu le même système de convention, d'hypothèse. C'est-à-dire que la fabrication de la donnée environnementale, il y a une norme et une annexe qui définit la fabrication de cette donnée environnementale pour le bois. Et donc, elle s'appuie sur des scénarios d'hypothèses de fin de vie, à savoir quelle est la part de recyclage, quelle est la part d'exploitation forestière durable, etc. Donc, il y a des données, c'est pas des données, donc c'est des scénarios normés. C'est une norme qui s'appuie sur des scénarios de vie du bois qui sont pris en compte. Et donc ça, c'est un élément normatif qui caractérise de manière très globale et moyenne l'impact du bois. Voilà. Donc après, c'est sûr que on imagine bien que si on généralisait à toute la construction le bois, on se confronterait à un réel problème. Donc il faut autant que possible avoir une exploitation forestière durable. Voilà. Mais le calcul est vraiment appuyé sur une norme et son annexe. Qui était l'autoconsommation solaire peut-elle favoriser le rafraîchissement passif ? Je pense que c'est une question qui mêle plusieurs aspects entre rafraîchissement passif et consommation d'énergie, autoconsommation solaire. Est-ce que vous avez des précisions à apporter sur ces deux thématiques ? On a fait des tests. Alors déjà, on peut rappeler le photovoltaïque dans l'RT 2012, il produisait 1 kWh. On considérait qu'il se substituait à 1 kWh du réseau, donc on multipliait par le coefficient d'énergie primaire de 58 et on soustrayait ça au CEP. Désormais, la position du photovoltaïque elle est beaucoup moins favorable puisqu'on va lui soustraire dans la note RE 2020 uniquement la production qui est autoconsommée sur le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement et la ventilation. Et donc voilà, la position du photovoltaïque est moins favorable. Elle apporte des bénéfices, mais elle est moins favorable qu'en RT 2012. Et ensuite, quand on vient la coupler à une solution de climatisation active, donc une pompe à chaleur par exemple, bien effectivement, on va augmenter la part autoconsommée et l'incidence, par exemple, la production de froid sur un bâtiment de logement va consommer 5 kWh par mètre carré de plus pour produire du froid. Eh bien, si j'ai du panneau photovoltaïque sur mon bâtiment, je vais autoconsommer la production photovoltaïque et donc l'impact sera plus de 5 kWh, mais de 2 ou de 3. Mais ça ne va pas atténuer complètement l'incidence de la consommation de froid. Alors, je ne sais pas si ça répond à... Je pense que oui. Après, juste ouais, les DH, pour bien préciser, le calcul des DH, il est fait hors production de froid, c'est-à-dire c'est du passif, quoi. Donc en fait, le fait de mettre des panneaux photovoltaïques, ça ne va pas changer du tout le calcul des DH. Le DH sera toujours le même, ça va rien changer, quoi. Par contre, comme tu l'as dit, David, c'est vrai que ça va beaucoup jouer. La production photovoltaïque va compenser. C'est un processus de compensation quand il y a de la clim, mais sur le calcul DH, ça ne change rien. Après, je sais pas, ça peut avoir un impact sur le calcul des besoins
Bon, je crois que j'ai perdu Nicolas. Ouais. Emmanuel, est-ce qu'on a le droit de déborder de 5 minutes ou pas? Parce qu'il reste 2 questions intéressantes. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, on a débordé et puis que ce webinaire, comme je le disais, fait partie d'une intervention sur toute l'après-midi. Alors, il y a un micro qui est ouvert. Voilà, merci. Donc, on va devoir clore. Peut-être que Lorraine, si vous avez juste un petit mot de conclusion à donner, vous pouvez prendre le temps. Ah, merci. Bon, bah, du coup, clôture pour les questions restantes. Je pense que vous alliez aussi dire, Emmanuel, on peut fonctionner avec la communauté de transition énergétique du CNFPT. Et je remettrai aussi mon email dans le chat pour pouvoir relayer les questions aux intervenants, parce qu'il en restait quand même des importantes. Peut-être, oui, voilà, juste sur la certitude que dès janvier, on trouvera suffisamment de BE qui auront tous les logiciels agréés. Est-ce que je peux juste laisser le mot de la fin à la limite à Nicolas ou David sur ce point-là? Et puis moi j'ai des choses à dire, donc mais à ma place. En tout cas, moi voilà, je vous remercie tous et puis je laisse la parole. Pour les bureaux d'études, pour répondre à la question sur les bureaux d'études. Oui. Donc le logiciel réglementaire sera disponible dès début juillet. Donc à partir de début juillet, les bureaux d'études vont être en capacité de s'entraîner, de tester. Et oui, donc il y a certes un gap, mais pour la plupart des bureaux d'études, mais il y a quand même eu l'expérimentation E+C- qui a fait qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui se sont exercés au calcul carbone matériaux, qui est la grosse nouveauté. Sur les autres leviers, le gap n'est pas très grand et les bureaux d'études vont très rapidement pouvoir se mettre comprendre et maîtriser les enjeux. D'accord. Merci à vous. Alors donc merci David, Lorraine et Nicolas pour vos interventions. Merci à vous tous participants et Julien qui est à la technique. Simplement sur le point donc ressources forestières, je mets dans le chat 2 informations puisque vous le savez, un stage sur le bois énergie existe et proposé chaque année donc une session. Vous pourrez donc vous y former et vous aurez pas mal de réponses sur le sujet. Mais nous avons aussi un stage nouveau qui aura lieu la première fois au second semestre sur la gestion durable de la ressource forestière que nous montons actuellement avec différents partenaires nationaux qui sont compétents sur le sujet. Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre participation active. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le forum de l'e-communauté. Nous les relayerons auprès des intervenants pour obtenir des réponses le plus vite possible. Julien, donc, qui est à la technique, va aussi dans les 48 heures, mais certainement avant, comme il le fait habituellement avec brio, mettre à notre disposition l'enregistrement et le support de présentation. Voilà, écoutez, bon courage pour ceux qui seront à la manœuvre avec cette réglementation environnementale 2020. Et puis je vous dis à bientôt et notamment au 22 juin pour le prochain webinaire. Merci beaucoup et n'oubliez pas d'aller sur le forum de la e-communauté transition énergétique pour retrouver tout le compte-rendu de ce webinaire et les questions non répondues, du moins les réponses aux questions non répondues. À très bientôt et merci de votre attention à toutes et à tous.